Aujourd'hui, notre budget n'est malheureusement pas encore atteint. Par conséquent, nous n'avons pas peur de dire que la rébellion est entre vos mains. Chers téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Au sommaire, aujourd'hui, quelques actualités, des conseils de lecture et vous retrouverez Philippe Conrad et son invité, Anne de Jouvenel, avec laquelle il évoquera l'histoire fascinante des pierres précieuses. Mais place aux actus. Vous connaissez tous le personnage légendaire de Dracula. Vampire au caractère complexe et aux souffrances éternelles, il est à l'origine d'un mythe tenace concernant le vampirisme. Il doit sa célébrité au romancier Bram Stoker qui, en 1897, lui donna naissance. L'écrivain irlandais s'est inspiré du nom d'un homme ayant réellement existé au XVe siècle, un certain Vlad Tepes, connu sous le nom de Vlad III l'Empaleur ou encore Dracula. Eh bien, des résidus de sueur laissés sur une lettre signée de sa main vont être analysés pour tenter d'en savoir plus sur lui. Cette future analyse a été annoncée dans The Guardian par les chercheurs Gleb et Svetlana Zilberstein. L'analyse sur des supports tels que des lettres n'est pas une première pour eux. En effet, ils ont déjà travaillé sur des traces de liquide biologique laissées sur des écrits par Bulgakov, Tchekhov ou encore George Orwell. La lettre signée par Vlad Tepes et qui sera au centre de l'étude est datée du 4 août 1475. Elle annonce aux habitants d'une ville roumaine que leur prince sera de passage dans la ville. Cette lettre a été écrite et signée à la fin de la vie de l'Empaleur, puisque ce dernier est décédé en décembre 1476. De quoi espérer recueillir quelques informations sur sa santé par le biais des analyses à venir. Les gouttelettes laissées par Vlad, tant de sa sueur que de ses éventuels postillons, vont être analysées par les deux scientifiques afin de dresser un portrait de Dracula. Le portrait biomoléculaire pourra éventuellement permettre de comprendre les maladies, les soins ou encore le style de vie de l'homme à la fin de ses jours, voire une représentation physique. De quoi étoffer les maigres connaissances que nous avons concernant ce personnage historique mystérieux si ces études s'avèrent concluantes. Une découverte plus proche de l'esprit de Noël maintenant. Les autorités israéliennes ont dévoilé mardi dernier l'une des grottes funéraires les plus impressionnantes jamais découvertes dans le pays et datant d'environ 2000 ans et désignée comme étant le tombeau de Salomé, l'une des sages femmes présentes à la naissance de Jésus d'après certaines traditions chrétiennes. Le site avait été découvert il y a 40 ans par des pilleurs d'antiquités dans la forêt de Lachish, située entre Jérusalem et la bande de Gaza, ce qui a mené à des fouilles archéologiques ayant permis de dévoiler un immense parvis attestant de l'importance de cette grotte funéraire qui comprend plusieurs salles avec des niches creusées dans la pierre dans lesquelles ont été retrouvées des boîtes contenant des ossements. La grotte a d'abord été utilisée pour des rites funéraires juifs avant de devenir une chapelle chrétienne dédiée à Salomé, comme en atteste la présence de croix et d'une dizaine d'inscriptions gravées sur les murs y faisant référence. Salomé est une figure mystérieuse, a souligné l'autorité israélienne des Antiquités. Selon la tradition chrétienne orthodoxe, la sage femme de Bethléem, ne pouvant croire qu'on lui demande d'accoucher le bébé d'une vierge, sa main est devenue sèche et n'a été soignée que lorsqu'elle a tenu le berceau du bébé. Le culte de Salomé et l'utilisation du site se sont poursuivis jusqu'au IXe siècle, donc après la conquête musulmane, a précisé l'AIA. Certaines des inscriptions ont été inscrites en arabe, tandis que des croyants chrétiens ont continué à prier sur le site.
L'excavation du parvis, qui s'étend sur 350 mètres carrés, a mis au jour des étals de boutiques qui, selon les archéologues, proposaient des lampes en argile. Nous avons trouvé des centaines de lampes complètes et cassées datant des 8e et 9e siècles, a indiqué Zvi Führer, directeur des fouilles dans le sud d'Israël pour l'AIA. Les lampes servaient peut-être à éclairer la grotte ou étaient utilisées dans le cadre des cérémonies religieuses, de la même manière que les bougies sont vendues aujourd'hui dans les églises, a-t-il précisé. Dans la belle ville de Troyes, dans l'Aube, notez l'ouverture de la Cité du Vitrail, établie dans l'ancien Hôtel-Dieu, un joyau architectural du XVIIIe siècle qui vient d'être restauré après 4 ans de travaux. En présentant des vitraux uniques, d'époque et de fonctions et de styles différents, la cité se donne pour mission première de dépoussiérer l'image du vitrail et de le rendre plus accessible au plus grand nombre sous ses aspects multiples, stylistiques, historiques, techniques ou iconographiques. Les visiteurs pourront admirer les merveilles de la cité tout au long du parcours de l'exposition permanente par la découverte de l'élaboration et l'exécution d'un vitrail. Pour ce faire, un atelier de maître verrier a été reconstitué à partir d'objets issus de plusieurs donations. Une deuxième salle aborde l'histoire du vitrail à travers 11 focus chronologiques illustrés de vitraux originaux, de reproductions, d'outils, de films et de photographies. Puis, un étage entier, baigné de lumière naturelle, offre aux visiteurs un espace de contemplation suivant une trame chronologique où se confrontent les œuvres d'art vitrées. À hauteur de regard, et c'est là toute la magie de l'exposition, la diversité des vitraux présentés, dont de très grands formats, transmettent toute la richesse et le foisonnement de cet art qui traverse les siècles en se renouvelant continuellement. Enfin, une salle accueille un chef-d'œuvre, le vitrail le plus ancien de la collection, un panneau troyen de la fin du XIIe siècle, miraculeusement retrouvé en 2018. Nous allons maintenant retrouver Philippe Conrad et son invité pour un voyage dans l'histoire des pierres précieuses. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Passé présent. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur un domaine qui ne nous est pas très familier habituellement, loin de l'histoire politique ou de l'histoire bataille, puisque nous allons nous intéresser aux pierres précieuses, à la gémologie. Et je reçois pour cela Madame Anne de Jouvenel qui vient de publier Homo lapidibus, sous-titre, La passion des pierres, aux éditions Édicence. Alors, Madame de Jouvenel, merci d'abord de votre présence. Le sous-titre, c'est tout un programme, La passion des pierres. Je crois que c'est une passion qui vous étreint depuis longtemps. Oui, effectivement, je ne résiste pas à aller voir des pierres partout où on peut en voir. C'est plus fort que moi, s'il faut que j'y aille. Et c'est un intérêt qui vous est venu tôt? C'est une vocation précoce? Non, ce n'est pas une vocation précoce. C'est une vocation qui s'est révélée lors de la succession de personnes de ma famille. Et à l'époque, je me suis aperçue qu'il fallait, lors des successions, faire des inventaires. Et donc, j'ai eu affaire à des experts. Et je me suis aperçue qu'il y avait des bijoux de ma famille qui n'étaient pas ce qu'ils devaient être, enfin ce qu'ils étaient prétendus être. Oui. Donc ça m'a interrogée. Et là-dessus, j'ai appris qu'il y avait des études de gémologie, qu'il y avait un Institut national de gémologie qui était réservé à l'époque aux professionnels de la pierre. Mais j'ai tenu à faire ces études. Mes enfants étant petits, j'avais le temps de faire ces études. Auparavant, je travaillais à Maisons et Jardins, donc j'avais quitté Maisons et Jardins. Et j'ai fait ces études tout en m'occupant de mes enfants. Et puis, je m'étais dit que ça permettrait plus tard de devenir expert, c'est-à-dire d'organiser mon temps comme bon me semblait. Et voilà, donc j'ai fait ces études. Ayant terminé ces études, j'ai passé le brevet de gémologie, voilà. Et on m'a demandé à ce moment-là de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'enseigner à mon tour la gémologie. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai travaillé à l'Institut national de gémologie, puis au Muséum d'histoire naturelle, puis ensuite j'ai enseigné à Drouot Formation. Voilà. Et puis chez Fred, où Madame Arnaud m'a demandé de former ces équipes.
Eh bien, voilà un parcours évidemment qui vous prédisposait à nous offrir cet ouvrage, Homo lapidibus, la passion des pierres, et qui est un ouvrage qui mêle à la fois votre expérience personnelle, votre parcours, et puis également l'histoire avec des anecdotes, également des aspects plus techniques concernant justement les pierres précieuses. Hein. Un ouvrage qui se lit très facilement. Passion des pierres, c'est une passion ancienne. À partir de quand peut-on parler de pierres précieuses reconnues comme telles par les hommes? Est-ce qu'on en a une idée à peu près précise? Alors, le terme de précieux a été réservé à 4 pierres précieuses, c'est-à-dire diamant, rubis, saphir, émeraude. Toutes les autres pierres étant soit des pierres fines si elles peuvent être taillées et qu'elles sont transparentes, soit des pierres décoratives pour être taillées à cause de leur pouvoir décoratif. Mais les premières pierres, c'est le silex. C'est l'homme qui a... De quoi faire l'outil. C'est l'outil. Et donc, on peut dire que les premières pierres précieuses, ça a été le silex qui a permis d'allumer du feu. Et puis après ça, que l'homme se pose des questions et qu'on arrive à il y a les pierres de construction, enfin les pierres nous entourent. Une définition très extensive. Voilà, très extensive. De la pierre précieuse. Mais enfin, c'est précieux à différents étages, si je peux dire. On sait quand même que dès l'Antiquité, on a des pierres comme le lapis lazuli, par exemple, qui est produite en Asie centrale, mais que l'on trouve présente en Mésopotamie, en Égypte également, ce qui veut dire qu'on reconnaissait déjà une valeur particulière durant ces époques lointaines à la pierre en question. Oui, alors le lapis lazuli est un bon exemple parce qu'effectivement on le trouve de tout temps, mais il y a aussi la couleur bleue qui est un lien avec le ciel, parce que tout le monde a toujours pensé que la couleur bleue a formé un lien avec le ciel. Et puis les Égyptiens aimaient le lapis lazuli. Pour eux, c'était un signe d'éternité. Le bleu était un signe d'éternité. En plus, il comportait très souvent des veines de pyrite, c'est-à-dire des petits points dorés qui s'appellent de la pyrite, ce qu'on appelle aussi l'or des fous. Oui. Et donc, c'était un ciel étoilé. Un ciel étoilé, d'accord. Oui. Alors, tout cela pour dire aussi que dans l'Antiquité, on a des pierres qui sont particulièrement recherchées pour leur dureté et donc l'usage que l'on peut en faire. C'est certain qu'à partir du moment où vous avez une pierre dont la dureté permet de faire des outils, par exemple, comme l'obsidienne, comme l'obsidienne qui était la pierre sacrée des Incas, etc., dont on a trouvé un poignard en obsidienne, je crois, dans le tombeau de Toutankhamon. C'est-à-dire que c'était à la fois sacré, la pierre sacrée des Incas, et aussi un outil. Alors l'obsidienne, pierre sacrée des Incas, là nous sommes en Amérique du Sud, mais en Asie mineure. Alors en Asie mineure, c'est le jade. Déjà c'était le jade qui était la pierre sacrée, et c'est toujours, pour les Asiatiques, c'est toujours le jade. Oui. Nous, en France, on aime le diamant, voilà, mais enfin, on aime aussi d'autres pierres, heureusement. Mais disons que la pierre sacrée des Asiatiques, c'était le jade, que l'on trouve à la fois dans l'Amérique du Sud et en Asie, mais c'est pas le même jade. Parce que il y a 2 sortes de jade. On a des masques de jade en Amérique centrale précolombienne, notamment le fameux tombe de Palenque. Voilà. On a retrouvé justement une pièce exceptionnelle de ce point de vue. Voilà. Donc le jade des Incas, c'était vraiment le jade néphrite. C'est-à-dire, attendez, non, je me trompe. Le jade néphrite, c'était le jade ancien des Chinois, et le jade des Incas, c'était du jade jadéite.
c'est deux matériaux qui portent le même nom générique de jade, mais qui sont assez différents. Et qui sont tous les deux des pierres sacrées. Mais qui ont été découverts et exploités à des distances considérables. Oui, c'est ça, mais c'était pas la même qualité de jade. C'était pas la même qualité de jade. Mais des sociétés a priori éloignées et différentes ont manifesté le même intérêt pour cette pierre en particulier. Oui, c'est cela. Ouais. Alors il y a une autre pierre également très présente dans l'imaginaire, c'est l'émeraude. Et à partir de quand est-ce que l'on exploite l'émeraude, à partir de quand est-ce qu'on récupère cette pierre précieuse? On a l'occasion d'en voir tout à fait exceptionnel. Je me souviens au musée Topkapi à Istanbul, par exemple, là, pour décorer des armes et puis des émeraudes d'une dimension tout à fait énorme. Où en trouve-t-on? Alors, Topkapi a donné lieu à un film qui s'appelle Topkapi, du reste, qui est toute l'histoire du vol de l'émeraude principale. Bon. Mais à part ça, c'est un film où on trouve les émeraudes, on les trouve en particulier en Colombie, où elles sont réputées pour être les plus belles. Voilà. Et ça, c'est seulement à partir du XVIe siècle. Oui, à partir de la découverte de l'Amérique par les Espagnols. Voilà. Et puis, c'est dû au hasard. C'est un cavalier, dit-on, dont le cheval boitait. Il s'est arrêté, il a regardé le pied de son cheval et il a vu qu'il y avait des émeraudes coincées dans le sabot du cheval. Et là, ça a provoqué une ruée vers l'émeraude. Une ruée enfin peut-être pas une ruée tout de suite vers l'émeraude, mais disons, voilà. Et ça, en principe, c'est la première émeraude qui a été trouvée. Mais les émeraudes, à part en Colombie, on en trouve aussi au Brésil. Je suis descendue dans les mines au Brésil, j'y suis allée. Et puis, on en trouve aussi, j'en ai vu récemment, qui proviennent de Zambie et qui sont très belles aussi. De Zambie. De Zambie. D'Afrique australe, donc. Voilà. Et donc, mais les plus anciennes émeraudes sont prétendues venir des mines du roi Salomon. Je dis les prétendues mines. Parce que voilà. les émeraudes ottomanes que l'on voit à Istanbul ne viennent pas d'Amérique du Sud, elles. Alors, écoutez, on fait toujours des recherches. La science progresse tous les jours pour donner des équivalents, des graphiques sur la composition, etc. Et donc, récemment, on pense qu'il y avait des émeraudes déjà au Pakistan, à l'époque ottomane, parce que c'est assez étonnant, c'est la pierre sacrée des Indiens. Il n'y avait pas d'émeraude en Inde, donc le Pakistan n'est pas très loin, et ça expliquerait les trésors des Moghols. D'accord, c'est le subcontinent indien qui voilà. Mais jusqu'à une époque assez récente, on n'avait pas identifié cette provenance dans les trésors mongols, et on pensait que toutes les émeraudes venaient par les voies maritimes de Colombie, etc. Ah oui, même à des époques aussi, non, c'est pour ça qu'on a fini par se poser la question et qu'on pense que c'était des émeraudes du Pakistan. D'accord, oui. De même que le lapis-lazuli, on le trouve en Afghanistan. Voilà, c'est ça, on le trouve en Afghanistan. Oui. Et puis, il a pourtant eu une diffusion des époques très anciennes. Oui, mais ça, c'est les voies commerciales. Le deuxième millénaire, on retrouve en Mésopotamie ou en Égypte. Alors, il y a du lapis-lazuli au Chili aussi, mais il est d'une qualité bien pareil. Moindre. À l'époque, il n'y avait pas de liaison, évidemment, entre l'actuel Chili et puis le Proche-Orient antique. Alors, parmi ces pierres, il y en a une, évidemment, qui se dégage en termes de prestige, qui, dans l'imaginaire collectif, apparaît comme la pierre reine, si l'on veut, c'est le diamant. Et ce diamant, pour nous, quand apparaît-il? À partir de quand est-ce qu'on commence à le récupérer, à en faire une pierre précieuse, à l'utiliser pour parer des bijoux? À partir de quand on le connaît? C'est-à-dire à partir de Tavernier, Jean-Baptiste Tavernier, qui avait été... qui est un voyageur français français qui s'est introduit en Inde dans tous les grands... à l'époque de l'Empire moghol, au XVIIe siècle. Et qui a rapporté à
à Louis XIV des diamants. Une partie c'est à partir de cette époque-là oui. que l'on a des diamants c'est-à-dire que les diamants étaient connus en Inde depuis toujours, parce que les fameux gisements de Golconde étaient connus, mais ils restaient, les diamants de Golconde restaient sur place, si je peux dire. Oui. Et puis il y avait des diamants aussi à Bornéo avant. Aussi. Donc Bornéo était une ville productrice de diamants. Et on exploitait le diamant de Bornéo à ces époques anciennes déjà. Voilà. Ah oui. Bornéo, l'Inde, et puis on a trouvé en Afrique des diamants, mais c'est à la 18e siècle. En Afrique du Sud, alors. En Afrique, au Brésil d'abord. Ah, au Brésil. Au Brésil. Puis en Afrique du Sud. Oui. Et là, après, à partir de là, on trouve des diamants en Russie. Il y avait des diamants en Russie aussi. On en a trouvé en Sibérie. En Sibérie. Donc il y a des diamants partout, on peut dire. Oui. Même au fond de la mer, parce qu'ils ont été transportés par les intempéries. Ils ont issus de cheminées volcaniques. Oui. Ils ont émergé de leur cachette, si je peux dire, 200 km de profondeur en général, où ils se sont formés. Et ils ont, avec les intempéries, ils ont été emmenés vers les fleuves vers les océans. Et donc, il y a une exploitation dans les fosses marines qui est impressionnante. Oui, et tout ça, c'est le résultat d'un travail géologique, en quelque sorte, tout à fait impressionnant. Le problème, la géologie, c'est ces diamants. Comme on ne sait pas, comme on ne suit pas tellement les mouvements de terrain, quelquefois on trouve une veine. Je reviens à l'émeraude, par exemple, au Brésil, on a trouvé une mine d'émeraude en déviant un ruisseau. C'était un fermier qui avait un troupeau. Il voulait abreuver ses bêtes et il avait vu qu'il y avait un ruisseau pas très loin. Il a voulu dévier son ruisseau et il s'est tombé sur une mine d'émeraude. Donc, évidemment, il a changé de profession à ce moment-là. C'est au Brésil. Ça, c'est au Brésil. Mais on trouve les choses par hasard, en faisant des travaux. Des travaux de voirie, des travaux... Voilà, on creuse et le hasard fait sur une veine particulière. On tombe sur une veine particulière. Donc, il y a beaucoup de chance là-dedans. Pierre précieuse, beaucoup de hasard. Et le rythme de la production ou de l'extraction, il doit être en fait extrêmement irrégulier. Il y a des périodes où on trouve des pierres, on trouve des gisements, et puis d'autres périodes... Oui, une fois que le gisement est épuisé, il est épuisé, voilà. Ça c'est sûr. Mais actuellement, on fait des recherches dans tous les coins du monde. Partout, oui, c'est ça. Partout. Il n'y a que le rubis qui est vraiment très difficile à trouver. Le rubis, qui est la pierre précieuse rouge par excellence, est la pierre la plus rare du monde minéral. Le rouge est dans la couleur la plus rare du monde minéral. Les beaux rubis venaient de la vallée de Mogok, qui a été bien connue. Et qui se trouve où, la vallée en question ? En Birmanie. En Birmanie. Au pied de l'Himalaya. C'est ce qu'on appelle les rubis de l'Himalaya, tout simplement. Et c'est Joseph Kessel qui a écrit un roman sur la vallée des rubis. Donc tout le monde peut trouver ce roman. Et maintenant, cette mine est plus ou moins épuisée. De toute façon, on ne va pas en Birmanie. Maintenant, ça s'appelle le Myanmar pour les raisons politiques. Et donc, le rubis ne se trouve... Enfin, ces rubis anciens, qui sont très beaux et très bien cristallisés, ne se trouvent plus que par le jeu des occasions, des ventes. Vous voyez, des ventes soit entre particuliers, soit ventes publiques. Et ils sont... en revanche, au Myanmar, il y a une autre mine qui s'appelle Mongsu, qui produit des rubis plein de failles, qui sont en général rebouchés avec de la résine, et voilà. Ah oui, donc c'est un gros trafic. Mais ils ont la même valeur. Le problème, c'est qu'ils sont vendus sous l'étiquette rubis birman, et ça, c'est quand même une incitation. Enfin, c'est pas très correct. C'est correct géographiquement parlant, mais pas par rapport au... Oui, il y a une désinformation par rapport à l'image que l'on peut se faire du rubis traditionnel. Et alors, si je comprends bien, c'est l'Asie qui est quand même le continent... pour les pierres de couleur. Pour les pierres précieuses, le plus intéressant, le plus productif. Oui, si on peut faire des généralités,
Non, il y a le Brésil. Le Brésil aussi. Le Brésil, parce que le Brésil produit non seulement des émeraudes, mais aussi toute la famille des émeraudes, c'est-à-dire les aigues marines, les quartz en quantité, des tourmalines. Non, le Brésil est un pays... C'est une grande puissance, lapidaire. En matière de pierres précieuses. Lapidaire, oui, c'est ça. D'accord, oui. Et derrière, il y a toute une économie qui s'organise derrière tout ça, dont les principaux relais se trouvent où? Ce sont les diamantaires d'Anvers. Alors, Anvers a été... On dit que c'est à Bruges qu'ont été taillés les premiers diamants. À Bruges, bon. À Bruges et à Amsterdam. Donc oui. Nous sommes là à la fin du Moyen-Âge. Oui, absolument. C'était... le premier diamant aurait été taillé, effectivement, en Hollande. Et ça proviendrait des diamants qui viennent d'Inde, qui étaient les colonies portugaises. Oui, les comptoirs portugais. Et donc, ils étaient taillés en Hollande. C'est là qu'a été taillé le plus gros diamant, le Cullinan, qui a été trouvé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Et alors, où est-il, ce diamant? Eh bien, ce diamant a été débité en plusieurs morceaux. Le mot débité n'est pas très sympathique, mais disons qu'il a été... Alors, on va employer le terme juste clivé. Clivé, c'est-à-dire qu'on a par choc, on l'a séparé en différentes pièces. Et le plus gros diamant qui provient du Cullinan est sur le sceptre de la reine Angleterre. Ah oui. La reine d'Angleterre. Et le deuxième plus gros est sur sa couronne. Toujours. Et les autres, on a tiré de ce Cullinan 9 pierres principales et 99 petites. Donc on ne sait pas... D'un seul diamant. Oui, mais ce diamant était à 3106 carats, c'est-à-dire si vous posez votre main sur la table, ça remplissait votre main, vous voyez. Ah oui. Posez votre main sur la table, vous allez voir la taille du diamant. Non, pas à plat. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais alors, on l'a découvert quand, celui-là? C'est en Afrique du Sud, donc. En Afrique du Sud, je crois que c'est 1905. Début du XXe siècle, donc. Oui, c'est ça. Au moment où il y a aussi bien la ruée vers l'or que la ruée vers le diamant de Kimberley. Et alors là, du coup, ça a été la réunion de tous les petits chercheurs de diamants qui se sont groupés sous le nom de Beers, finalement. De Beers, oui. Voilà. Mais avant ça, il y avait un Français là-dedans, j'oublie son nom, mais il y avait un Français qui était diamantaire, j'ai un trou de mémoire, et qui avait un comptoir en Afrique du Sud. Et qui s'appelait les diamants du Cap de Bonne-Espérance. Mais voilà, j'ai oublié les détails, là, je suis... Oui, mais... et alors, cette production de pierres précieuses, elle a donc été régulière depuis maintenant plusieurs siècles. Oui. En gros, c'est l'époque des grandes découvertes qui donne une impulsion considérable à la fois aux découvertes et ensuite à la mise sur le marché, au profit de la joaillerie, etc. Mais jusqu'au XVe siècle, jusqu'à Saint-Louis plutôt, Saint-Louis avait interdit aux femmes et aux roturiers de porter des diamants et des pierres précieuses. Ah oui. Donc, et pour quelle voilà, parce que c'était une affaire d'homme. Les pierres précieuses étaient une affaire d'homme. Vous voulez les réserver pour des usages religieux, peut-être religieux, oui, ou de pouvoir, ou montrer qu'on était les rois de la place, si je peux dire. Oui. Et donc, c'est Agnès Sorel qui a démocratisé, si on peut dire, le diamant, et qui en a fait l'ancêtre de la bague de fiançailles, finalement. Mais si vous voulez, chemin faisant, on a toujours eu des pierres précieuses, ça a toujours représenté le pouvoir, l'argent, la beauté, éventuellement. Et puis jusqu'à ce que... Et là, c'était assez simple, parce que tout ce qui était blanc, c'était du diamant, tout ce qui était rouge, c'était du rubis, tout ce qui était bleu, c'était du saphir, tout ce qui était vert, c'était de l'émeraude. Bon. Mais la science en marche a découvert que toutes les pierres rouges n'étaient pas du rubis, etc. Donc on a commencé à analyser toutes les pierres, et actuellement, c'est depuis l'apparition des pierres synthétiques fabriquées dans le Jura. Alors je vais expliquer ce que c'est que les pierres synthétiques. C'est le modèle reproduit en usine, enfin en laboratoire,
exact, c'est-à-dire sur le plan chimique et sur le plan optique. Oui. C'est-à-dire que on peut maintenant reproduire exactement, Oui. Et chimiquement et le optiquement. public ne distingue pas la différence. La difficulté, c'est qu'il faut vendre, les gens honnêtes vendent les pierres synthétiques pour des synthétiques. Oui. Les autres n'en parlent pas. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il faut faire attention quand on est en voyage, justement, où il y a beaucoup de pierres synthétiques qui sont soi-disant issues du terrain voisin, mais qui sont en fait des pierres synthétiques fabriquées dans le Jura. Qui sont de fabrication industrielle. Voilà. Et on les trouve aussi bien au Brésil qu'en Ceylan, enfin Sri Lanka maintenant. Voilà. Donc, C'est un marché à destination du tourisme, j'imagine. Oui. Voilà. Et alors, ces pierres, elles ont été réunies, rassemblées aussi dans des musées. Oui, alors ça, c'est vraiment, si vous voulez voir les plus belles pierres, c'est quand même dans les musées. Alors, on a évoqué Topkapi tout à l'heure. Oui, oui. Topkapi, il y a le poignard, le fameux poignard serti d'émeraude. Avec 3 grosses émeraudes et une émeraude sur la garde aussi, magnifique. Oui. Et ça, donc il faut voir le film Topkapi, le revoir. Ou aller à Istanbul. Ou aller à Istanbul. Visiter le musée. Oui. Voilà, visiter le musée. Et il y a aussi beaucoup de péridot au musée d'Istanbul. Des péridot, c'est des pierres vertes, mais qui sont un vert tilleul. Vert tilleul, qui n'a rien à voir avec l'émeraude. Oui. Et il y a aussi énormément de péridot à Istanbul. Et puis, chez nous, quels sont les musées particulièrement riches? Alors, chez nous, les musées particulièrement riches, je commencerai par le Louvre. Le Louvre, évidemment. Il y a le nouveau musée de la Bibliothèque nationale, dans lequel il y a des belles pierres qui sont en particulier gravées aussi. Et il y a le Muséum d'histoire naturelle, bien entendu. Ah oui. Muséum d'histoire naturelle. Il y a la collection de Jussieu. Il y a la collection... et il y a le boulevard Saint-Michel, la collection de l'École des Mines. À la collection de l'École des Mines, oui, voilà, bien donc sûr. Je pense que là... Et en fait, si vous voulez voir d'autres pierres, il y a des expositions... dans différents autres endroits, comme les bourses aux minéraux, des choses comme ça. Mais il faut les connaître un petit peu, parce que c'est un monde tellement... Et ces collections sont accessibles au public? Ah oui, oui. Oui, sont accessibles. Donc au Muséum d'histoire naturelle, qui Muséum se d'histoire consacre aussi à la naturelle, minéralogie, voilà. normalement. Et donc les pierres historiques au Louvre, à la Bibliothèque nationale. Et l'École des Mines. L'École des Mines, le Muséum d'histoire naturelle. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Eh bien, si, il y a le Musée des arts décoratifs aussi. Le musée des arts décoratifs. Mais ça, c'est plutôt des bijoux. D'accord. Ce sont des bijoux. Bien. Merci beaucoup, Anne de Jouvenel, pour tous ces éclairages concernant ces pierres précieuses qui ont joué un rôle si important dans l'imaginaire des sociétés humaines. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Homo lapidibus, la passion des pierres, aux éditions Edicence. Merci. Merci Philippe. Avant de nous quitter et retrouver Anne Sicard et sa chronique, 2 livres à vous conseiller. Henri VIII ou la démesure du pouvoir, par Cédric Michon, paru chez Perrin. Jeune prince ambitieux, désireux de consolider son pouvoir par la guerre et l'autorité, le souverain anglais devient au crépuscule de sa vie un tyran sanguinaire, à l'hubris arbitraire, portant à son apogée toutes les dérives d'un pouvoir absolu. Exécution de ses épouses et de ses ministres, schisme, violence et vengeance, haine, mensonges et trahisons. Au-delà d'une biographie passionnante qui ne cède pas au jugement anachronique, c'est une galerie de portraits où les souverains européens de ce début du XVIe siècle et l'entourage du roi anglais révèlent par leur qualité les enjeux de l'exercice du pouvoir et donnent à voir l'héritage d'un règne hors du commun. Si Henri VIII faisait décapiter ses femmes, le livre suivant traite de l'art du pouvoir au féminin, intitulé Femmes d'État et écrit sous la direction d'Anne Fulda, paru aux éditions Perrin.
Comme elle le note dans sa préface, ce n'est ni l'autorité ni le talent qui ont manqué aux 20 femmes chefs d'État, de Cléopâtre à Angela Merkel, qui défilent ici sous la plume des meilleurs historiens. Reste que le pouvoir au féminin a certes été plus rare dans l'histoire, mais l'on peut à bon droit se demander en quoi il diffère de celui des hommes. En pas grand-chose en réalité, peut-être moins d'orgueil ou d'esprit de conquête, mais autant de poigne que la dirigeante s'appelle Isabelle Catholique ou Margaret Thatcher. Retrouvons-nous maintenant Anne Sicard, mais avant toute chose, cliquez bien sûr sur le pouce levé sous la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine. Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique du Sud. Je vais vous raconter la bataille de la rivière de sang qui a eu lieu en 1838, le 16 décembre, il y a donc environ 184 ans, entre des fermiers afrikaners et des Zoulous. Un petit retour en arrière pour vous raconter que la communauté afrikaner s'est installée dans la province du Cap au XVIIe siècle. Cette communauté est composée de colons néerlandais, allemands et puis de protestants français. Les Anglais vont réussir à mettre la main sur la colonie du Cap en 1815, à la fin des guerres napoléoniennes, et ils vont y exercer une autorité très mal supportée par les afrikaners. Ils multiplient les décisions humiliantes et injustes, comme par exemple l'obligation de l'usage de l'anglais dans l'administration, alors que très peu d'Afrikaners le parlent. Nombre d'entre eux, après avoir essayé de négocier avec le gouvernement anglais, décident alors de partir au-delà du fleuve Orange à la recherche de nouvelles terres où ils vont pouvoir vivre selon leurs coutumes et leur foi. Cette migration vers le nord et l'est du territoire est entamée après plusieurs missions d'éclaireurs dès 1834. Elle s'organise en famille dans des chariots bâchés tirés par des bœufs qui serviront non seulement de moyens de transport, mais aussi de maisons et nous verrons plus tard de forteresses. Cette grande migration entre 1835 et 1839 est restée dans l'histoire afrikaner sous le nom de Grand Trek. Je vais laisser la parole à Bernard Lugan qui l'explique très bien dans son histoire de l'Afrique du Sud. Elle commence par une série de treks indépendants les uns des autres et qui furent dirigés par des chefs jaloux de leur autorité. 20 000 personnes divisées en longs convois, en plusieurs fois, encore une fois, ça va être étalé dans le temps, vont se diriger vers le nord-est du territoire sud-africain dans des conditions très difficiles, des conditions difficiles liées à la distance, à l'environnement hostile et évidemment aussi à l'insécurité générale. Les Voortrekkers, comme on les appelle, les Voortrekkers, ça veut dire ceux qui vont de l'avant, vont fonder à l'issue de ce grand trek 3 républiques indépendantes du pouvoir anglais du Cap, la République du Transvaal, celle d'Orange et celle du Natal. En 1838, les terres que traversent les fermiers blancs et celles dans lesquelles ils projettent de s'installer sont pratiquement vides en raison d'une guerre menée quelques années auparavant par les Zoulous contre des tribus Nguni. Les Voortrekkers sont ainsi confortés dans l'idée de répondre par leur migration à une mission divine de trouver la nouvelle terre promise. Leur état d'esprit est profondément habité par la foi. Dans leur migration, ils vont pourtant se heurter aux ambitions d'un autre peuple conquérant, d'un peuple conquérant puissant qui veut lui s'étendre vers le sud de son territoire initial. Ce sont les Zoulous, dont les différentes tribus ont été unifiées quelques années auparavant par un chef charismatique, Shaka, qui en a fait une tribu guerrière redoutable. Shaka a ensuite été assassiné par son demi-frère, Dingaan, qui a pris sa place à la tête du Zululand. C'est lui qui va ordonner en 1838 le massacre de Piet Retief, un chef bourg qui dirigeait un convoi de 100 chariots et qui était venu en éclaireur rencontrer le chef zoulou pour traiter avec lui et négocier la cession d'espaces vides pour y installer sa colonie.
Dingaan donne son accord à Rétif en signant un traité le 4 février 1838, puis l'invite avec 70 de ses compagnons désarmés et dont le propre fils de Rétif, il l'invite à une fête qui se révèle être un véritable guet-apens où tous se font massacrer à coups de lances et de gourdins. Ensuite, les Zoulous mènent des attaques successives contre les convois des Fort Trekkers qui s'étaient engagés confiants vers le Natal puisque le traité était signé. L'un des massacres de convois qui est resté dans toutes les mémoires est celui de Blue Krans le 17 février, où 282 hommes, femmes et enfants, malgré une résistance désespérée, vont être tués horriblement. La guerre est donc ouverte entre les Zoulous et les Boers, et ces derniers sont décidés à ne pas laisser impunis ces assassinats. Un riche colon du Cap, Andries Pretorius, qui était à la tête des convois et avait choisi de s'installer dans le Natal, prépare alors une expédition punitive contre les Zoulous. Pretorius, clairvoyant, sait que le déséquilibre des forces, notre déséquilibre numérique, est toujours en faveur des Zoulous. Il monte alors l'opération de manière à ne pas aller au massacre et à résister efficacement aux milliers de impis qui ne vont pas manquer de les assiéger. Impi est un terme de la langue zoulou qui signifie guerre ou combat et qui par extension désigne aussi les guerriers. Pour cela, Pretorius va utiliser une technique qui a déjà fait ses preuves, celle du lager. Autrement dit, un cercle composé de plusieurs chariots, serrés les uns contre les autres. Ce mur arrondi de chariots dont les interstices ont été comblés par des arbustes ou des buissons épineux répond à la nécessité pour les Afrikaners en déplacement de se protéger rapidement des attaques des tribus hostiles. En cas de nécessité, toute la famille participe à la construction du lager fait de 2 cercles dont le centre abrite les femmes et les enfants ainsi que les munitions. Les femmes sont chargées d'approvisionner les fusils des tireurs et pour cela doivent apprendre à recharger très vite. Chaque tireur a 3 fusils, donc toujours un chargé entre les mains. Quand cela est nécessaire, néanmoins, les femmes prennent elles-mêmes les armes et savent s'en servir. Cette technique du feu roulant permet de briser les assauts des tribus hostiles, toujours supérieures en nombre. Dans le cas de l'expédition d'André Pretorius, qui n'est composée que d'hommes, puisque c'est une expédition punitive, il n'est pas question de lancer une attaque frontale, et surtout de se laisser entraîner sur un terrain où le lager ne serait pas possible à monter. Andries Pretorius, lors de sa progression en territoire zoulou, ne manque pas de monter chaque soir un lager. Il n'a pas l'intention, encore une fois, de se laisser surprendre et au fur et à mesure de son avancée au cœur du territoire ennemi, il veut pousser les Zoulous à l'attaque. Il commande un peu moins de 470 hommes, il a aussi emmené avec lui 2 petits canons. Bientôt, ses éclaireurs lui apprennent l'existence d'une forte concentration de guerriers Zoulous dans les environs de la rivière Buffalo. Le 14 décembre, Pretorius décide d'installer le camp dans un méandre de cette rivière, dans la rivière Encom, sur un terrain dont l'un des côtés domine un fossé au-dessus de la rivière. Aucune attaque ne pourra venir de là. Pretorius dispose 64 chariots en cercle. Au centre est abrité le bétail, chevaux et bœufs. Une incroyable ardeur habite les défenseurs du lager. Je cite à nouveau Bernard Lugan. Le brouillard était épais et le silence total, brisé seulement par la voix des défenseurs chantant hymnes et déclamant des psaumes. Des lanternes projetant une faible lueur jusqu'à quelques mètres des lignes défensives avaient été suspendues à de hautes perches afin d'éviter toute surprise. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, les premières escarmouches commencent pour bientôt laisser la place à des vagues d'assaut de 10 à 15 000 guerriers zoulous. Il y aura 4 attaques successives en 3 heures. À chaque fois, elle se brise sur l'implacable et solide ligne de défense des Afrikaners. Pretorius a ordonné de ne tirer que lorsque les attaquants sont à 10 mètres. Aucune munition ne doit être gâchée. Vers 8 heures du matin, l'ardeur des attaquants s'affaiblit. Andries Pretorius s'en rend compte et c'est à ce moment-là qu'il ordonne une sortie à cheval. Le lager s'ouvre et laisse sortir 300 cavaliers boers qui fondent sur les arrières de l'armée zoulou où c'est la débandade. Les Zoulous fuient et ceux qui sont rattrapés sont implacablement massacrés. 3000 d'entre eux meurent. Il n'y a que 2 blessés chez les Boers, dont Pretorius qui a la main transpercée par une assaillée, la grande lance zoulou. Le sang des impis coule dans la rivière, la colorant de rouge, lui donnant ainsi son nom ainsi qu'à la bataille qui devient un des événements fondateurs de la nation afrikaner. Un monument fut construit sur le lieu même de la bataille, composé entre autres d'un lager de 64 chariots de bronze.
Mais elle est aussi commémorée dans le fortré cœur-monument qui fut achevé et inauguré en 1949, assez tardivement près de Pretoria, ville dont le nom rend évidemment hommage à André Pretorius.